Bientôt 13h sur BFM TV. Vous êtes avec nous pour 3 heures d'information aujourd'hui et priorité au direct. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. On va parler football aujourd'hui. L'Euro de foot. Et oui, l'Euro de foot, priorité au direct. Vous voyez ces images qui nous viennent de Budapest, puisque vous le savez, la France joue son deuxième match de poule face à la Hongrie. Et on voit ces images des joueurs de l'équipe de France qui sont en train de quitter leur hôtel pour monter dans le bus. On va rejoindre Sarah Griffon sur place. Sarah, départ imminent pour nos Bleus, direction le stade Ferencváros de Budapest pour affronter donc la Hongrie. Exactement, dans quelques secondes, le bus de l'équipe de France qui va donc quitter l'hôtel des Bleus devant une trentaine de supporters français qui ont attendu sous la chaleur hongroise pendant plusieurs heures pour pouvoir apercevoir leurs idoles. Raphaël Varane a fait un petit signe envers les supporters présents, des supporters forcément très heureux de pouvoir apercevoir certains joueurs de l'équipe de France, notamment Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema. Le bus qui va donc partir dans quelques secondes pour regagner le Puskar Arena, une vingtaine de minutes de route pour arriver au stade, pour vraiment se mettre en condition dans sa bulle comme on dit, et pour pouvoir affronter les Hongrois pour le deuxième match des Bleus dans cette compétition. Merci Sarah Griffon avec Uliana Malichev à l'hôtel donc des Bleus qui prennent la direction du stade Puskás à Budapest pour ce match. On va en parler avec vous, Roland Courbis. Bonjour, merci d'être notre invité, consultant football RMC Sport BFM TV. On voit donc ces Bleus qui vont prendre la direction de cette arène dans des conditions un peu spéciales puisque c'est le seul stade européen dans cet Euro 2020 qui accueille 100% de supporters. Ça va être une ambiance qui va jouer forcément sur ce match. C'est vrai qu'on n'en a plus l'habitude, donc ça va faire plaisir à tout le monde, pas seulement aux Hongrois. Et là, compte tenu des précisions que nous avons avec la chaleur, le bus doit être avec la clim. On espère, 37 degrés dehors. C'est une donnée importante aussi, Roland. Effectivement, 33 degrés, 37 degrés ressentis au moment du coup d'envoi à Budapest. Ça peut jouer sur les organismes. Alors, ce sera pareil pour les deux équipes, mais ça peut être une donnée importante. Oui, disons que c'est surtout le manque d'habitude. Et c'est pour ça que Didier n'a pas réfléchi seulement au fait que l'on doit manger à 11h30 quand on joue à 15h, c'est aussi de s'habituer du bus donc de l'équipe de France. De s'habituer les 2-3 jours avant le match à ne pas s'endormir trop tard, ce qui est un petit peu l'habitude aujourd'hui de pas mal de joueurs et de pas mal de personnes. Alors, Roland, une dernière information qui nous provient, c'est la composition, ça y est, de l'équipe de France. On vient de la voir à l'instant et on en parlait hors antenne il y a quelques instants. Il y a un changement par rapport au match face à l'Allemagne. C'est Lucas Digne qui remplace Lucas Hernandez qui était légèrement blessé, encore pas prêt, en tout cas pas apte pour ce match. Ouais, donc c'est un changement poste pour poste, dont le reste ne change pas du tout. On va rappeler donc l'équipe: Lloris dans les buts, Pavard latéral droit, Varane, Kimpembe en défense centrale, Digne donc arrière gauche, Kanté, Pogba, Rabiot au milieu et puis la triplette d'attaquants Griezmann, Mbappé et Benzema. Oui, ce qui aura certainement de différent par rapport à l'autre match où Didier n'avait pu faire, puisque le score était 1-0, que 2 changements à la 89e minute. Là, suivant le score, sans être trop optimiste, mais il pourrait y avoir des changements avec des joueurs qui se partageront le boulot, compte tenu que la chaleur risque de faire physiquement quelques dégâts quand même. Alors là, on le rappelle, c'est le deuxième match de poule pour les Bleus de Didier Deschamps. On va prendre la direction de la Hongrie puisque quelques supporters, plusieurs milliers tout de même, ont pris la direction de Budapest pour assister à ce match. Anaïs Kroutz, vous êtes avec eux, avec ces supporters français. Ils sont déjà bien chauds, on le voit auprès de vous, pour le coup d'envoi donné à 15h. Exactement, regardez-les, même s'ils ne sont pas nombreux ici à Budapest, 5000 Français, ils veulent montrer qu'ils sont présents aujourd'hui. On va essayer de poser une petite question. Il y a la motivation là aujourd'hui, les chants ça n'arrête pas. Ah oui, là c'est clair, on y est, on est peut-être beaucoup moins que les Hongrois, mais on y va. On va chanter, on va gagner. Les Bleus. Voilà, vous les entendez, les supporters français qui, même s'ils ne sont pas chez eux, malgré la ferveur des supporters hongrois qu'on a vu tout à l'heure défiler sur cette même avenue jusqu'au stade de la Puskás Arena, les Français, ils veulent
Montrer qu'ils sont là, ils veulent montrer que les champions du monde en titre, eh bien, ce sont l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Merci beaucoup Anaïs Cruz. Donc avec ces belles images de nos supporters bleus qui donnent de la voix, il va falloir effectivement, parce que là il va y avoir une grosse supériorité. 5000 déjà. Ouais, c'est ça. Il va falloir faire le poids face aux nombreux supporters hongrois. En revanche, sur la pelouse, on a quand même une très très belle équipe de France qui, si elle gagne, on le rappelle, est qualifiée pour les huitièmes de finale, hein, Roland. Oui, ce qui permettrait, disons, de faire les choses un peu différemment, et là à ce moment-là de peut-être changer 3-4 joueurs, parce que l'effectif de l'équipe de France est un effectif de qualité et en quantité aussi, et changer 3-4 joueurs ne baisse pas le niveau de cette équipe pour autant, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Merci Roland Courbis. On va évidemment vous retrouver avec tous nos reporters sur place à Budapest pour continuer de suivre cet avant-match. Coup d'envoi, on le rappelle, à 15h. On vous dira tout sur cette composition donc, qui a été révélée notamment à la une du non-stop. Il y a également les suites de cette free party à Redon en Ille-et-Vilaine, à 80 km de Nantes, où la tentative de dispersion d'une rave party illégale a tourné pendant plusieurs heures à l'affrontement. Des affrontements violents entre teufeurs et gendarmes. Il y a eu plusieurs blessés, on va y revenir. Lisa Adef, vous êtes à proximité de cette zone. L'évacuation est-elle toujours en cours actuellement ? Lisa Adef. Alors, oui, et en fait, la situation est un peu particulière. Regardez sur ces images de Charlotte Planet, vous pouvez voir une délimitation, une zone, un périmètre de sécurité qui a été fait par les gendarmes mobiles qui ont été appelés en renfort. Et c'est la raison pour laquelle les teufeurs ne peuvent donc plus rejoindre la zone. Désormais, il y en a de très nombreux qui sont encore dans la zone. Il y en a d'autres qui essayent, regardez, de passer par des voies dérobées pour se rendre sur cette zone, car ils espèrent tout de même faire la fête, et ce, dans les prochains jours, puisque c'était censé durer sur 2 ou 3 jours cette free party. En l'occurrence, elle a été interrompue bien avant, puisque pour rappel, dès hier soir, il y a eu des affrontements entre les teufeurs et les gendarmes mobiles qui leur ont donc interdit de continuer à faire la fête ici à Redon. Merci beaucoup Lisa Adef, donc dans cette zone tout près de Redon pour BFM TV. On reviendra vers vous bien sûr pour poursuivre l'évolution de la situation sur place. Le maire de la commune s'est exprimé, il était en direct tout à l'heure sur l'antenne de BFM TV. Pour lui, ce ne sont pas des fêtards, mais des personnes qui étaient là clairement pour en découdre avec les forces de l'ordre. On n'était pas là pour faire la fête, on était là pour en découdre. En réalité, en découdre. Et nous entendions au loin, nous étions à peu près à 300-400 mètres de la zone d'affrontement. Alors non seulement des cris, c'était impressionnant, mais aussi le bruit provoqué par les projectiles. Des cocktails Molotov, m'a-t-on dit, et puis aussi de l'autre côté, du côté des forces publiques, des grenades lacrymogènes. Mélanie Vecchio est avec nous du service police-justice BFM TV. Bonjour Mélanie. Bonjour. Cette dernière information, c'est qu'il y a désormais 3 enquêtes judiciaires qui sont ouvertes. Oui, c'est le procureur de Rennes, Philippe Astruc, qui vient de nous annoncer cette information. 3 enquêtes ont donc été ouvertes par son parquet. La première enquête, elle concerne les blessures sur cet homme de 22 ans, cet homme qui a perdu l'usage de sa main. On ne connaît pas les circonstances de cette blessure et justement, le parquet a ouvert une enquête pour en savoir davantage. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que cet homme, il est originaire de Rennes, qu'il est inconnu des services de justice, qu'il a subi une opération chirurgicale tendant à une amputation. Cette enquête, elle a été confiée à la section de recherche de Rennes et doit donc permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet accident. Une deuxième enquête, relative cette fois-ci aux violences contre les gendarmes a été ouverte. Actuellement, il y a 5 personnes qui ont été placées en garde à vue. Il s'agit de 5 hommes qui sont nés en 2001, 2002, 1998, 1999 et 1984. Et seul l'un d'entre eux est connu des services de justice. Et enfin, une dernière enquête. Là, il s'agira de déterminer qui est à l'origine, qui a organisé cette free party, justement, pour ensuite engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs.
Mélanie, vous restez avec nous. On va aussi en parler dans un instant avec Guillaume Fard qui nous a rejoint. On va réécouter également le préfet d'Ille-et-Vilaine qui est revenu sur les blessés, mais aussi sur ces affrontements donc très violents qui ont duré plus de 7 heures. Des heures d'une extrême violence ont duré une très grande partie de la nuit. Les affrontements ont duré plus de 7 heures. Les gendarmes ont reçu des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des morceaux de parpaing, des pétards. 5 d'entre eux ont été blessés. 2 ont été évacués sur l'hôpital de Redon. Guillaume Fard, consultant à la sécurité BFM TV. Comment est-ce que les gendarmes vont pouvoir évacuer ces centaines désormais de teufeurs qui sont toujours sur place? Précautionneusement, en prenant le temps aussi nécessaire, parce que si ils devaient recourir à la force une nouvelle fois, il y a des risques de blessures. Ces affrontements ont été particulièrement violents, vous l'avez rappelé, il y a quand même eu 5 gendarmes qui ont été blessés, 2 ont dû être conduits à l'hôpital de Redon. Côté participants, il y a eu aussi 2 personnes blessées, dont une personne qui était quand même blessée grièvement, puisque la perte d'usage d'une main, c'est quand même une blessure irréversible d'une particulière gravité, qui fait que d'ailleurs une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette blessure. Et donc l'objectif des gendarmes à cette heure, c'est bien évidemment de disperser les participants, d'éviter que de nouvelles personnes ne viennent s'ajouter à celles qui se trouvent déjà sur le site, et donc en regagnant progressivement du terrain, de parvenir à leur faire quitter cette zone, idéalement sans recourir à la force, idéalement aussi en évitant que les participants, eux, ne fassent preuve de violence une nouvelle fois à l'encontre des gendarmes. Donc ça peut prendre un certain temps. Si on raisonne par analogie avec ce qui s'était passé dans la commune de Luron, notamment ce début d'année, où quand même 2500 teufeurs s'étaient réunis dans un hangar désaffecté, ça avait aussi pris plusieurs heures, parce que l'idée, une fois encore, de la gendarmerie nationale, c'est de permettre l'évacuation en toute sécurité et dans le respect aussi de l'intégrité physique des personnes. Alors, il y a une difficulté aussi peut-être pour les forces de l'ordre, c'est la configuration des lieux qui n'est pas simple. Et le général Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien de l'ordre, s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure sur notre antenne. C'est un terrain très, très ouvert, c'est un terrain rural, un hippodrome et des environs avec des champs, à proximité d'ailleurs de 2 cours d'eau, ce qui complexifie quand même la manœuvre. Donc il y a actuellement une concentration de forces de gendarmerie mobile. L'opération de maintien de l'ordre demande une très grande maîtrise et puis une prise en compte, bien entendu, des contraintes du terrain, ce qui est le cas. Donc tout cela est avant, bien sûr, préparé. Il y a toute une méthode de raisonnement qui vise à dégager une conception de manœuvre. Ça, c'est essentiel, de façon à éviter ce genre de problème. Alors, à l'origine de ce rassemblement, Mélanie Vecchio, il y a le collectif Mascarade, qui a publié un communiqué sur les réseaux sociaux et qui a donc appelé à ce rassemblement hier soir, mais qui devrait durer plusieurs jours. Oui, c'est un collectif qui est né après la rave-party de Luron, c'était en janvier dernier, une grosse rave-party où il y avait entre 2500 et 3000 participants, 3000 teufeurs qui avaient été délogés par les forces de l'ordre sur plusieurs jours, et à la suite de cela, ce collectif avait vu le jour. Alors eux, ils se revendiquent très clairement comme étant des insoumis, c'est leurs propres mots, leurs propres termes qu'ils emploient. C'est un collectif qui régulièrement va soutenir des personnes qui sont mises en cause dans cette technival, dans ces rave parties. Ils se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet sur les réseaux sociaux, sur l'organisation de la rave party, en tout cas de la free party de Redon. Alors pourquoi organiser cela, disent-ils? Parce qu'ils vont donner deux causes à cela. D'abord, ils souhaitent se retrouver pour la fête de la musique, donc il y a un côté très festif. Ils disent, je les cite, « Nous avons été patients, mais nous ne pouvons plus accepter le sacrifice de la culture et de toute une génération. » Et puis, d'autre part, ils souhaitent rendre très clairement hommage à Steve Mayakanisso. Rappelez-vous, il était décédé il y a 2 ans à Nantes lors de la fête de la musique. Merci beaucoup Mélanie, et on va donc continuer à suivre bien sûr ce qu'il se passe dans cette zone autour de Redon avec ces 500 personnes qui sont encore sur les lieux actuellement. Dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi ces nombreuses questions après la mise en examen pour meurtre aggravé du mari de Delphine Jubilard. Dans cette affaire, il y a un faisceau d'indices mais pas beaucoup de preuves matérielles. Cédric Jubilard qui a passé sa première nuit dans la prison de Cesse devant laquelle se trouve Mathias Tesson pour BFM TV.
Cédric Jubillard a donc été incarcéré ici à la maison d'arrêt de Seyss où il a passé sa première nuit en détention provisoire puisqu'un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre dans le cadre de sa mise en examen. Alors on ne sait pas à cette heure les conditions de détention de Cédric Jubillard, mais il est probable qu'il ait été placé à l'isolement en raison du profil particulier de ce détenu, mais aussi à cause de la dimension très médiatique de cette affaire. En tout cas, désormais, maintenant, c'est une nouvelle phase judiciaire qui commence. L'instruction, elle va se poursuivre encore pendant plusieurs mois avant un éventuel procès devant une cour d'assises, même si, évidemment, Cédric Jubillard, à cette heure, nie son implication et surtout, il est présumé innocent, mais il pourra être évidemment réauditionné dans les prochains mois à plusieurs reprises par les juges d'instruction en charge de cette affaire. Alors, qui est Cédric Jubillard? Le procureur de la République a évoqué hier un homme qui pouvait se montrer brutal, grossier, agressif. Dans quel état psychologique se trouvait-il cette nuit du 15 au 16 décembre 2020? Élément de réponse avec Laure Westphal, qui est psychologue et chercheuse associée à Sciences Po. On ne sait que très peu de choses sur lui, sur ce qui s'est passé sur le dossier, donc c'est très difficile de tirer des conclusions. Mais s'il y avait eu quelque chose, voilà, la question est entière de dans quel état il était à ce moment-là. Enfin voilà, s'agit-il d'un éventuel passage à l'acte où il y aurait eu une abolition complète du discernement, ou est-ce que c'était prémédité? On peut imaginer qu'il y a eu une difficulté à intégrer cette idée de la séparation, en tout cas. Donc peut-être que c'est une idée qu'il a du mal à négocier déjà avec lui-même, en fait. Donc il y a cette idée de la séparation qui semble difficile de toute façon, quoi qu'il se soit passé, et l'idée qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans cette configuration. C'est-à-dire il y a aussi toute la dimension de la jalousie qui n'est pas forcément facile à assumer pour lui éventuellement. J-1 avant le premier tour des élections régionales et départementales. La campagne, vous le savez, c'est terminé hier soir. Les candidats ne s'expriment plus. Place désormais à la réflexion personnelle pour les millions de Français. Et oui, et ce sont donc dans chaque commune, on va retrouver, se préparer à accueillir des électeurs. Une organisation qui tourne parfois, vous allez voir, au casse-tête et particulièrement avec le respect des gestes barrières. Maïva Lamy. Élections régionales, élections départementales. Qui dit de scrutin, dit de salle de vote. Certains lieux ont donc été aménagés, comme l'explique Benjamin Mittebrem, directeur des affaires générales à la mairie du Pré-Saint-Gervais. Les gens voteront d'abord pour les élections départementales et dans une salle à côté pour les élections régionales. On n'a pas nécessairement des pièces suffisamment grandes dans tous nos lieux de vote et donc des fois on est obligé de séparer en deux les bureaux de vote. Concernant le matériel aussi, il a fallu recourir au système D, faire preuve d'ingéniosité. On a privilégié du coup des solutions un peu plus écologiques avec un isoloir en carton et en fécule de pommes de terre. Autre difficulté, le respect des gestes barrières. Sens de circulation, distanciation, gel et plexiglas. Tout a été pensé pour limiter les risques de contamination. De quoi rassurer les électeurs qui eux aussi ont tout prévu. Je prendrai mon stylo, je donnerai mon stylo à ma femme aussi. J'aurai mon gel et mon masque, voilà, et je voterai comme tout le monde. J'irai un peu plus tôt le matin, comme ça j'éviterai la vague, comme ça sera bien plus simple pour moi et pour les autres. Les 8000 électeurs du Pré-Saint-Gervais sont attendus dès 8h demain pour aller voter. Le premier tour des régionales et départementales, journée à vivre demain sur BFM TV. La France qui vote, le vote des différentes personnalités. Les chiffres de la participation à midi, puis nos premières estimations de l'abstention vers 17h. Édition spéciale à partir de 18h et jusqu'à la fin de cette grande soirée électorale, vous le voyez. L'info météorologie maintenant avec désormais 41 départements qui sont en vigilance orange pour orage dans le nord jusqu'à la Dordogne. Le Rhône est lui en alerte canicule, vous le voyez sur cette carte mise à jour cet après-midi. Doit-on s'attendre à un nouvel épisode violent? La réponse d'Alix Roumaniac, président de la société Prédict. Les orages sont sur la côte atlantique, ils vont rentrer par l'ouest et vont progressivement dans l'après-midi rentrer dans le massif central, dans la soirée, remonter vers le nord-est et s'évacuer demain au petit matin vers les frontières de la Belgique. Il y a énormément d'énergie au sol et avec de l'air froid en altitude, ça génère des orages assez violents. On l'a vu ces derniers jours autour de Bordeaux, on l'a vu autour de Toulouse. Ces orages peuvent apporter de la grêle, des coups de vent. Donc il faut vraiment que les téléspectateurs suivent les consignes Météo France, soient vigilants et évitent de se mettre en danger lorsque les orages sont au passage.
On reparle à présent de l'Euro de foot. Vous le savez, deuxième match de l'équipe de France ce samedi après-midi à 15h à Budapest face à la Hongrie. On le rappelle, en cas de succès, les Bleus seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. On revoit ces images tout à l'heure du départ des joueurs. Ils ont quitté leur hôtel pour monter dans le bus direction donc le stade, la Puskás Arena avant ce match. Et on a la compo. On va peut-être jeter un coup d'œil sur cette composition donc officielle, ça y est, de l'équipe de France qui est tombée pour ce match. Il y a un changement par rapport au match face à l'Allemagne. C'est Lucas Digne, l'arrière gauche, qui remplace Lucas Hernandez. Pour le reste, pas de changement. Vous le voyez, ce sont les 10 autres mêmes joueurs qui avaient joué face aux Allemands. On va rejoindre Anaïs Kroutz. Exactement, on reprend la direction de Budapest où va se jouer ce match dans quelques heures, un peu moins de 2 heures maintenant. Anaïs Kroutz, vous êtes avec les supporters français. Il y en a 5000 qui ont fait le déplacement pour assister à la rencontre. Oui, exactement. Vous les entendez peut-être, ils crient un petit peu derrière moi. 5000 Français attendus au stade. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais ils sont motivés, les supporters. Ils sont très, très motivés. On va essayer de poser une petite question. On peut vous poser une petite question ? Oui, bien sûr. Comment ça se passe là pour le match ? Ah mais là, on est chaud comme Jaja. On est sapé comme Jaja. On va foutre le feu au stade. Vous pensez que qui va marquer là ce soir ? Bap en fin de match. Et sinon, Kipembe sur corner. Merci beaucoup. Bon voilà, ce qui devait arriver est arrivé. On va attendre que tout le monde puisse rentrer dans l'arène parce que les créneaux vont commencer à arriver. Puis tous ces supporters vont aller s'installer face à peu près 55 000 supporters hongrois. Donc ça va pas être facile, ne serait-ce que sur le terrain ou dans les tribunes. Merci beaucoup Anaïs Kroutz. Effectivement, ça va pas être simple face aux très nombreux supporters hongrois, mais ils donnent de la voix. Ils sont là, motivés, nos supporters français et favoris à l'équipe de France, bien sûr. On espère qu'elle va l'emporter tout à l'heure. On repartira à Budapest dans le journal de 13h30 et puis ensuite il y aura à 14h l'avant-match dans BFM Foot, l'analyse à la mi-temps et puis le débrief à la fin du match vers 16h50 autour de Jean-Baptiste Boursier et de tous nos consultants. Tout de suite. Qui va diriger votre région? Y aura-t-il des surprises? Les Français ont choisi. Demain, 18h, soirée électorale sur BFM TV. Apolline de Malherbe, Alain Marchal, Jean-Baptiste Boursier. Cette fameuse stratégie des cartes postales. Nos reporters dans les régions clés, nos éditorialistes. Tous les résultats. Élections régionales et départementales. Grande soirée, demain, 18h, sur BFM TV. Suivez les soirées électorales avec la puissance de la fibre SFR Business, partenaire technologique. Quand on veut raconter une histoire, quand on n'est pas connu, il faut parler un peu fort. Quand on part de zéro, on se dit ça va être une mission impossible. Comment est-ce qu'on va faire naître une marque dans un marché qui ne l'attend pas ? « 1307 articles sur les véhicules électriques. 25 minutes à comparer leur autonomie et un train manqué. 110 503 discussions sur les technologies électriques. Quand tout à coup... une étincelle. Passez à l'électrique avec Peugeot avant la baisse du bonus écologique et profitez d'aide à la reprise jusqu'à 4 000 € sur la i208. Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels 4 et 5 étoiles. Jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. Voyageprivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage. Vous mangez bio? Oui. Et vous faites vos courses chez Lidl? Oui. Ce fromage, vous l'achetez chez Lidl? Ce fromage? Oui. Tomate aussi? Oui. La pomme? Oui, oui, aussi. Le lait? Le lait? Non. Ah non? Non, non. Je l'achète pas chez Lidl. C'est moi qui la revends. 100% du lait vendu chez Lidl est collecté en France. Même le bio. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Un jour, en montant sur la balance, c'était un choc.
plus de 100 kilos. Mon IMC indiquait que j'étais en surpoids. J'avais besoin d'une solution sérieuse, d'être encadré et de ne pas me priver. C'est pour ça que j'ai décidé de faire Comme J'aime et j'ai perdu 15 kilos. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un mode de vie sain grâce à Comme J'aime et cette période de surpoids, elle est derrière moi. Alors, pour perdre du poids, appelez tout de suite le 0800 534 534 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. BMW X1 et BMW X2 hybride rechargeable dès 390 € par mois, entretien inclus. Avec 99% de viande française et 100% de lait collecté en France, c'est sur le terrain de la qualité qu'Aldi met tout le monde d'accord. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. BMW X1 et BMW X2 hybride rechargeable dès 390 € par mois, entretien inclus. Acceptez-vous de prendre Demba pour époux? Non. C'est sérieux ça? T'inquiète, t'auras une deuxième chance. Avec BetClick, ton premier pari remboursé s'il est perdant. Ah, dans la vie, c'est jamais facile de choisir. Au moins avec Red, c'est facile de faire le bon choix. La fibre, 20 € par mois au lieu de 30 €, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique connectée Kista, qu'il peut contrôler avec ça, pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça, grâce à ça. Du coup, Marc est content, et nous aussi. Rendez-vous sur kista.com. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables livrés chez vous. On se fait un Deliveroo. Qu'est-ce qui fait tourner l'économie? C'est vous. Vous qui des 4 coins de France remuez ciel et terre chaque jour. Depuis votre bureau, votre tracteur, votre cuisine, votre commerce, votre labo. Pour que l'économie locale redémarre celle d'un pays tout entier. Alors on ne sera peut-être jamais aussi formidable que vous qui faites vivre l'économie. Mais au Crédit Agricole, aujourd'hui plus que jamais, c'est notre devoir de vous aider à la relancer. Vous mangez bio? Oui. Et vous faites vos courses chez Lidl? Oui. Ce fromage, vous l'achetez chez Lidl? Ce fromage? Oui. Tomates aussi? Oui. La pomme? Oui, oui, aussi. Le lait? Le lait? Non. Ah non? Non, non. Je l'achète pas chez Lidl. C'est moi qui la revends. 100% du lait vendu chez Lidl est collecté en France. Même le bio. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Et c'est donc un week-end orageux sur l'ensemble du pays. Des orages si marqués qu'ils nécessitent cette vigilance sur 41 départements. Donc en raison de ces orages parfois violents dans le courant de ces prochaines heures. On a toujours également le département du Rhône qui reste en vigilance canicule. Donc ces orages en liaison avec une dépression sur le golfe de Gascogne qui va nous apporter donc des précipitations et puis cet air un petit peu plus frais en altitude avec la présence de cet air chaud dans les basses couches. Eh bien ces orages seront parfois forts accompagnés de grêles, on les voit ici et tout cela va avoir tendance à se décaler vers le centre en remontant sur le nord et on en a pour tout au long de l'après-midi jusqu'à la nuit prochaine et vous allez voir ce ne sera pas encore fini. Donc une forte activité
électrique, de bonnes rafales de vent, de bonnes intensités de pluie sous ces orages. La région parisienne devrait être touchée en soirée, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, un petit peu plus tard. Et côté température, on reste, vous le voyez, dans de l'air très chaud dans l'Est. Encore 35 degrés du côté de Grenoble, 34 à Strasbourg, 28 à Paris, plus que 18 pour Cherbourg. Et pour la journée de demain, eh bien encore ces orages, une nouvelle vague orageuse sur le Languedoc-Roussillon jusque sur l'Auvergne et qui, dans le courant de l'après-midi, va remonter sur le quart nord-est. Là aussi, il faudra surveiller la situation. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Bientôt 13h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce journal. L'Euro de football, deuxième match de poule pour les Bleus de Didier Deschamps qui affrontent la Hongrie à domicile à Budapest. Ça va être chaud, le stade sera plein à 100% de sa jauge. La température ressentie sera de 37 degrés au coup d'envoi. 5000 supporters français ont fait le déplacement. Nous les retrouverons aux côtés d'Anaïs Kroutz. Timothée Mémon sera aux côtés des supporters hongrois. Mohamed Bouafsi devant le stade, la Puskás Arena. Et en plateau avec nous, Roland Courbis pour en parler dans un instant. Dans l'actualité également de ce samedi, ces violents affrontements qui ont eu lieu lors d'une rave party avortée en Ille-et-Vilaine. Plus de 7 heures de heurts entre gendarmes et fêtards. L'évacuation est toujours en cours. Un jeune a eu la main arrachée. 5 gendarmes ont été blessés. 3 enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Des vigilances météo, 41 départements en vigilance orange orage cet après-midi et 1 pour la canicule. Les conséquences de la vague de chaleur qui continue de déferler sur l'Hexagone ces derniers jours. Sandra Larue sera avec nous dans ce journal pour décrypter ces événements. L'Euro de football donc qui continue et ce deuxième match des phases de poule pour la France cet après-midi à 15h. Les Bleus seront face à la Hongrie à Budapest. Les hommes de Didier Deschamps qui, vous le voyez sur ces images, ont quitté leur hôtel en car il y a à peu près une demi-heure après une préparation adaptée puisque la chaleur va être intense aujourd'hui. Près de 37 degrés ressentis dans l'arène au coup d'envoi. Mohamed Bouafsi, on vous retrouve. Vous êtes justement devant ce stade Puskás où la rencontre va se passer et on connaît désormais la composition de l'équipe des Bleus. Un seul changement par rapport au match de mardi contre l'Allemagne. Oui, un seul changement pour l'équipe de Didier Deschamps. Le sélectionneur national l'avait répété hier en conférence de presse d'avant-match. Il ne veut pas bousculer les habitudes, bouleverser cette équipe puisqu'il veut absolument se qualifier. Il ne pense pas au match face au Portugal de la semaine prochaine. Il veut absolument battre l'équipe d'Hongrie aujourd'hui pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Cette équipe de France que l'on vous donne avec dans les cages Hugo Lloris, à droite Benjamin Pavard, à gauche, et c'est une petite surprise, la présence de Lucas Digne préféré à Lucas Hernandez, la charnière avec Varane et Kimpembe au milieu de terrain, N'Golo Kanté accompagné d'Adrien Rabiot et de Paul Pogba, et l'attaque de feu de l'équipe de France que tout le monde nous envie avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Un seul changement donc dans cette équipe de France, c'est la présence de Lucas Digne, le défenseur d'Everton, qui remplace Lucas Hernandez qui avait été gêné par de petits pépins physiques durant la préparation. Mohamed, il va y avoir une donnée importante aussi pour cette rencontre et c'est une nouveauté. Le stade sera plein. C'est la première fois pour un match de l'Euro. L'équipe de France va devoir affronter un public massif de Hongrois avec 65 000 personnes au total et près de 6 000 Français seulement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors déjà, ça nous fait plaisir de retrouver un stade plein, des supporters aussi qui sont présents avec des maillots de la Hongrie, des maillots de l'équipe de France. Ça fait près de 2 ans qu'on n'a pas vu de stade plein pour les joueurs de l'équipe de France qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et depuis le début de cette pandémie historique avec la crise du coronavirus, vous le voyez juste derrière moi, cette enceinte de la Puskás Arena où il y aura près de 60 000 supporters cet après-midi. On attend 40 000 supporters, 11 000 Hongrois, 11 000 ultra-hongrois et près de 6 000 supporters de l'équipe de France. Finalement, on pourrait attendre entre 57 000 et 60 000 spectateurs. En tout cas, ça va être une ambiance exceptionnelle parce qu'on le sait, les supporters de la Hongrie, ce sont des supporters ultra qui soutiennent vraiment leur équipe. Ils sont là pour aider, essayer de faire au mieux. Ils avaient tenté de maintenir le score face à l'équipe du Portugal la semaine dernière. Il y avait 0-0 jusqu'à la 84e, une ambiance incroyable. Et cet après-midi, il y a 6 000 Français. Il y avait beaucoup moins de supporters portugais la semaine dernière. Je peux vous dire que l'ambiance
l'ambiance elle est fantastique tout autour du stade avec les Français qui chantent la Marseillaise et les supporters hongrois qui sont venus à plus de 10 000 ultras depuis la place des Héros dans le centre-ville de Budapest. Une très très belle ambiance cet après-midi et c'est la première fois que les supporters et les joueurs français retrouvent un stade plein. Comme vous l'avez dit, la première fois depuis le début de l'Euro, ça va être une ambiance incroyable cet après-midi avec ce soleil qui tape, plus de 37 degrés en température ressentie tout autour du stade de la Puskás Arena. Et on vous souhaite bon courage, Mohamed Bouafsi, avec le costume. Là, ça va être délicat, cette chaleur à gérer. Bon courage à vous. Merci, on vous retrouve un peu plus tard. Roland Courbis, on l'a entendu, ça va être une ambiance très particulière avec de nombreux ultras hongrois venus pour soutenir en nombre. Ils seront quasiment 55 000 dans cette Puskás Arena. Est-ce que même si la France est favorite, ça peut avoir un effet, un impact sur les Bleus ? Oui, mais disons que déjà la première des choses, c'est qu'on a tellement souhaité que le public revienne et que ce virus soit de moins en moins ennuyeux qu'on ne peut être que content. Mais le fait qu'il y ait 60 000 spectateurs et 80% des spectateurs pour la Hongrie, il y a les inconvénients, mais il y a aussi les avantages. Parce que quand on est survolté, souvent on fait des bêtises et l'équipe de France, qui a quand même une certaine expérience, peut rester calme et laisser faire quelques bêtises aux joueurs hongrois qui voudront être justement combatifs, agressifs. Ça peut donner des coups francs intéressants, ça peut donner des cartons jaunes qui leur poseront des problèmes, et ça n'aura pas échappé ni à Didier ni aux joueurs de notre équipe de France. On va rejoindre tout de suite Anaïs Kroutz qui est dans les rues de Budapest, la capitale hongroise. Vous êtes aux côtés depuis tout à l'heure des supporters français, près de 6 000 supporters français qui seront dans le stade pour cette rencontre, et ils tentent de donner de la voix face à ces nombreux Hongrois, Anaïs. Exactement, ils sont beaucoup moins nombreux. Bon, des problèmes de connexion avec Anaïs Kroutz depuis Budapest. On va quand même reprendre la route de la capitale hongroise pour retrouver Timothée Mémon qui, lui, est Timothée du côté des supporters hongrois. Et là aussi, l'ambiance forcément est très chaude. On l'a remarqué, il y a beaucoup de monde sur place. Oui, beaucoup de monde tout à l'heure. J'étais dans le cortège qui est parti de la place des Héros pour rejoindre la Ferencváros Arena. Il y a une partie des supporters qui sont maintenant rentrés dedans, mais c'était extrêmement festif, extrêmement bon enfant, avec des fumigènes qui ont été craqués ici et là. Bref, ça sentait vraiment le gros match et c'était extrêmement plaisant de ce côté-là. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre duplex avec Mohamed, les supporters hongrois sont des vrais ultras. Ce sont des ultras comme on l'entend en club. Et pendant les périodes de trêve internationale, pendant les périodes de grande compétition, ils mettent leur club de côté pour supporter ensemble la Hongrie. Ils sont parfois très virulents. On estime que 10%, en tout cas les autorités estiment que 10% de ces supporters ultra hongrois ont des liens de près ou de loin avec des groupuscules paramilitaires ou néo-nazis. Mais pour le reste, pour la grande majorité silencieuse, celle qui fait peut-être un peu moins de bruit, ce sont des supporters très chauds et ça va être une très très belle ambiance à l'intérieur. Merci beaucoup Timothée Mémon, donc à Budapest, tout près de ses supporters hongrois, très chaud effectivement. On rappelle que le gouvernement a en effet imposé aucune jauge, c'est pour ça qu'il y aura un stade plein, c'est le seul pays qui autorise cela pendant l'Euro. On va revoir la composition d'équipe de l'équipe de France, Roland, pour voir qu'il y a finalement donc un seul changement, Lucas Digne. C'est logique de la part de Didier Deschamps de reconduire le même groupe à part donc Lucas Hernandez pour ce match. Oui, en plus on s'y attendait, mais je pense même que la rentrée de Digne doit être... Parce que Hernandez a un petit problème physique et qu'on ne prend pas de risque d'aggraver ce problème-là. Et en plus de ça, Digne... chaque fois qu'il a été utilisé, a donné satisfaction. Donc il y a la même équipe de France qui démarre, mais je pense aussi que ce qui peut être différent, et je l'ai déjà dit et redit, mais ça ne me dérange pas de le redire une dernière fois, c'est que cette fois, contrairement contre l'Allemagne, Didier Deschamps aura la possibilité,
et aussi à cause de la chaleur, de faire 3, 4, voire 5 changements et doit profiter de ce règlement. Il n'en avait fait que 2 contre l'Allemagne. Oui, 2, puis en plus à la 89e minute, c'était des changements à 1-0, plutôt pour couper le rythme et pour pouvoir terminer avec ces 3 points et cette petite victoire. Là, c'est pas tout à fait pareil. Il y aura après un match très intéressant contre le Portugal. En cas de victoire, aujourd'hui, on sera, disons, déjà qualifié, sans être sûr de terminer premier. Et le dernier match sera un match passionnant pour justement avoir comme objectif la place de premier du groupe, qui est toujours une place qui, logiquement, devrait avoir en 8e de finale un adversaire moins costaud. Merci Roland Courbis, on vous retrouve dans un instant et on vous rappelle le programme de ce match d'Euro de football sur BFM TV cet après-midi. Dès 14h, vous retrouverez Jean-Baptiste Boursier et ses consultants et spécialistes qui vont vous faire vivre en direct l'avant-match Hongrie-France. À 15h45, ce sera l'analyse à la mi-temps de la rencontre et à 16h50, le débrief d'après-match. Voilà pour le programme de cet Euro cet après-midi. L'actualité de ce samedi nous emmène également en Ille-et-Vilaine, puisque des teufeurs tiennent tête aux forces de l'ordre après de longues heures d'affrontements cette nuit. Des individus qualifiés de très violents par les autorités et qui n'ont pas hésité à jeter des cocktails Molotov et autres projectiles sur les gendarmes, répliquant de leur côté par des jets de gaz lacrymogène. Au moins 7 personnes ont été blessées, dont 5 gendarmes et un participant qui a eu la main arrachée. Retour sur cette nuit de violence avec David Dunal. Le face-à-face est violent. Jet de projectiles du côté des fêtards, réplique de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. Dans ce champ, on voit des jeunes courir en direction des gendarmes. Les affrontements ont eu lieu toute la nuit. Tout commence dans la soirée de vendredi. Environ 1500 fêtards se rassemblent dans un champ à proximité de Redon, notamment pour honorer la mémoire de Steve Maia Canisso, mort il y a 2 ans lors d'une fête à Nantes. Le rassemblement était annoncé sur les réseaux sociaux et interdit par arrêté préfectoral. Très vite, les gendarmes interviennent et empêchent l'installation d'un mur de son. Ils tentent de disperser les jeunes, mais ces derniers refusent de quitter les lieux. Les forces de l'ordre sont alors prises pour cible. Il y a des gens qui viennent uniquement pour en découdre. Donc l'aspect festif, vous savez, je ne le vois pas. Très nettement, on a des gens qui sont là pour affronter les gendarmes, faire du mal. Le maire de la commune, présent dans la nuit, décrit une scène de chaos. Nous entendions au loin, alors non seulement des cris, c'était impressionnant, mais aussi le bruit provoqué par les projectiles. Sur ces images, un homme jette un cocktail Molotov. Sur ces photos de la gendarmerie, on voit des bouteilles en verre ou ce piquet en métal projeté sur les forces de l'ordre. Le préfet parle de violences extrêmes. Les gendarmes ont reçu des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des morceaux de parpaing, des pétards. 5 d'entre eux ont été blessés. 2 participants sont blessés. L'un des jeunes est exfiltré, il a perdu sa main droite. Une enquête a été diligentée par le parquet de Rennes. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV, on en parle avec vous, puisque depuis ces faits qui continuent, alors il n'y a plus de violence, mais il y a toujours 400 à 500 participants à cette teuf qui sont présents, face encore à 400 gendarmes. Et dans le même temps, il y a 3 enquêtes judiciaires qui viennent d'être ouvertes. Oui, et ce matin, le général Cavalier était ici sur le plateau de BFM TV et expliquait que, en même temps qu'il faut contenir les jeunes et puis les repousser et les empêcher d'organiser cette fête parce qu'elle n'est pas autorisée. Dans le même temps, il y a aussi une opération judiciaire qui a commencé puisqu'il y a une occupation illégale des lieux. Donc il y a 3 enquêtes qui vont se dérouler en même temps. La première, ça va être pour faire, dans l'ordre, pour faire la lumière sur ce rassemblement. Qui sont les responsables? Qui est-ce qui a passé des messages sur les réseaux sociaux? Qui sont ceux qui ont généré ce rassemblement, puisqu'ils ont une responsabilité. Ils ont fait se rassembler ici des personnes pour un rassemblement qui n'était pas autorisé. Ils leur ont fait prendre des risques. Ça, c'est condamnable aux yeux de la loi. Donc, il faut les retrouver. Et c'est la première enquête judiciaire. Ce sont les membres de ce collectif Mascarade? Absolument, les membres de Mascarade. Et par extension,
puisqu'ils sont ceux qui ont organisé ou qui revendiquent l'organisation de cette manifestation, je pense que les responsables peuvent aussi avoir des comptes à rendre devant la justice. Ensuite, il y aura une enquête pour les violences sur les gendarmes. Ça s'appelle violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. 5 personnes ont été placées en garde à vue. Ça veut dire tous ces objets qu'on a vus tout à l'heure, ce morceau de ferraille, ces pavés, ces choses, eh bien, soit les gendarmes ont parfois des caméras sur eux, les personnes ont été filmées, les images vont être exploitées, soit les personnes ont été interpellées, il y en a 5, soit elles vont être recherchées parce qu'on va faire des recherches ADN sur les objets qui ont été retrouvés, passer ces objets, ces ADN au fichier et peut-être retrouver des noms. Et la troisième enquête, c'est pour ce qui est arrivé à ce malheureux garçon donc, qui a eu une main arrachée. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il a ramassé une grenade qui avait été lancée en voulant la relancer sur les forces de l'ordre? Est-ce qu'il a ramassé un pétard qui avait été lancé par un autre? Est-ce que lui-même avait un pétard? En tout cas, c'est un explosif qui lui a détruit la main. Et il faut savoir dans quelles circonstances cet accident lui est arrivé. Alors, il y a plusieurs motifs à ces rassemblements illégaux, Dominique, et notamment le fait de rendre hommage à Steve Maia Caniço, ce jeune homme qui était mort il y a 2 ans lors de la fête de la musique à Nantes en 2019, au cours d'une opération de police. On va rappeler ce qui s'était passé. Alors, c'était une fête de la musique, c'était à Nantes, un 21 juin 2019. La police intervient, il y a 10 murs d'enceinte qui sont posés. Les policiers interviennent parce que la fête est arrivée à sa fin et les gens qui sont ici doivent être évacués. Il y a 1 ou 2 DJ qui remettent en marche la musique, des jeunes qui refusent de partir. Les gens ont bu un peu, les gens ont consommé un peu de produits interdits. Et puis, il y a un garçon qui va disparaître, qui s'appelle Steve Maia Caniço. Il a 24 ans, on retrouvera son corps plusieurs semaines plus tard. Et donc, il est tombé dans la Loire, ça se passe sur un port, donc il est tombé du quai. Et le débat sera sur, pendant longtemps, est-ce que l'intervention des forces de police a un rapport avec la chute de Steve dans l'eau? Et on en sait plus désormais là-dessus. On en sait plus. Alors, des caméras de vidéosurveillance avaient été exploitées, des vidéos qui avaient été diffusées, l'une par Libération, une très longue vidéo donc, qui avait été retrouvée. Et c'est vrai que c'était très confus parce que les forces de l'ordre, là c'était la police, maintenant pour la rave party c'est la gendarmerie, utilisent systématiquement pour évacuer les gens des gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre sont équipées de gaz, pas forcément tous ceux qui sont là, donc il y en a une partie au moins qui s'en vont. Et donc ce garçon est tombé dans l'eau. Et la discussion est arrivée à son terme puisque la justice vient de dire il y a quelques jours que la chute de Steve Maia Caniço de ce quai avait un rapport, direct ou indirect, mais en tout cas avait un rapport avec l'intervention des forces de l'ordre. Donc c'est un hommage qui doit être rendu à Steve Maia Caniço pendant ce Technival donc, à Redon. Merci Dominique Rizet pour ces précisions. Dans l'actualité également, il a passé sa première nuit en prison. Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard, disparu il y a 6 mois, a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint, placé sous mandat de dépôt en cause de nouveaux éléments de l'enquête allant à l'encontre de déclarations de Cédric Jubilard et montrant notamment un climat d'agressivité entre les 2 époux en instance de séparation. C'est à Cagnac-les-Mines, petite commune du Tarn de seulement 2500 habitants qu'habitait Delphine Jubilard avant sa disparition. Anthony Lesbos, vous êtes sur place pour BFM TV et on imagine que les habitants commencent à se sentir soulagés de l'avancement de cette enquête. Oui, le soulagement parce que cette mise en examen de Cédric Jubilard, pour beaucoup, c'est un poids en moins. La lassitude aussi, parce que ça fait quand même 6 mois que cette petite commune de Cagnac-les-Mines vit sous le rythme de cette affaire et de ses rebondissements 6 mois après la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard, très appréciée ici dans son voisinage. Et puis, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi dans ce quartier. Pourquoi a-t-il fallu attendre 6 mois avant la mise en examen du compagnon de Delphine Jubilard? Va-t-on la retrouver vivante ou non? Certains habitants parlent d'elle au passé, d'autres au présent. En tout cas, ils n'étaient pas vraiment étonnés, ces habitants, de voir Cédric Jubilard mis en examen pour homicide volontaire. Ils vivaient comme si de rien n'était, nous confiait une voisine. En tout cas, il y a aussi ce soulagement parce que l'enquête avance, l'enquête progresse enfin. Écoutez à ce propos le témoignage d'un des voisins du couple, recueilli avec Philippine David. Ça progresse.
que les gendarmes font bien leur boulot, que les enquêteurs font bien leur boulot. C'est lui peut-être, c'est pas lui peut-être aussi, j'en sais rien. Il faut que ça avance de toute façon, parce que il faut pas que les disparitions restent impunies et que 20 ans ou 30 ans après, on s'aperçoive qu'il y a un coupable. Voilà, il vaut mieux que ça avance. J'avais des rapports avec lui, il passait de temps en temps devant chez moi, mais sans plus. 2 fois, je l'ai vu. J'ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Il m'a dit la maison, là. Ben, je dis la maison, là, elle est à vendre. Ah bon, elle est à vendre, voilà, c'est tout. On ne connaît pas plus ça. L'enquête avance certes, mais la douleur reste très vive ici dans cette commune de Cagnac-les-Mines. On a assisté hier soir à une scène particulièrement émouvante parce qu'il y avait des amis de Delphine Jubilard qui sont venus devant le domicile et qui ont écrit quelques messages d'amour et de soutien avec des craies « Tu nous manques ». Voilà, vous le voyez sur ces images de Philippine David où on ne t'oublie pas. Il y a aussi des bougies qui sont disposées en forme de cœur, des amis qui assurent vouloir poursuivre les recherches pour espérer un jour retrouver leur amie Delphine Jubilard. Merci beaucoup Anthony Lebos à Cagnac-les-Mines dans le Tarn avec Philippine David, apparaissant, très sûr de lui, présent au battu et hommage à sa femme disparue. Qui est Cédric Jubilard? Le portrait de cet homme à la personnalité complexe avec Stéphanie Zenati, Maxime Meunier et Hilal El Aflahi. En tête de cortège samedi dernier, lunettes de soleil et casquette vissée sur la tête, un homme est venu rendre hommage à Delphine Jubilard. Cette infirmière de 33 ans qui, il y a 6 mois, s'est soudainement volatilisée. Cet homme, silencieux, une rose à la main, c'est son mari Cédric Jubilard. C'est lui qui, le premier, avait signalé la disparition de sa femme aux enquêteurs en décembre dernier. À ce moment, les époux Jubilard étaient sur le point de divorcer. Une séparation que ne supportait pas le mari de Delphine. Ce contexte de séparation était très conflictuel et donnait lieu à de fréquentes disputes. Cédric Jubilard avait une très grande difficulté au point de vue affectif et matériel à accepter cette séparation, la vivait très mal, tentait même de reconquérir son épouse, mais d'une manière particulièrement intrusive et agressive, puisqu'il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants. Cédric Jubilard s'était d'ailleurs mis à surveiller son épouse, traquant ses déplacements, ses dépenses et allant même jusqu'à la géolocaliser. En épluchant ses relevés bancaires, l'homme aurait découvert des paiements de location de voitures et de chambres d'hôtel, ce qui accrédite la thèse d'une double vie pour la jeune infirmière. Le 16 décembre dernier, voilà d'ailleurs le message qu'il avait adressé à l'un de ses contacts. J'ai grillé Delphine. Rencontré en mars dernier, ce proche de Delphine Jubilard dressait le portrait d'un homme lunatique. On a quelqu'un qui peut très bien être gentil, mais qui a des façons malsaines de réagir. Il peut réagir à n'importe quel moment, au quart de tour, quoi. Au début de l'enquête, Cédric Jubilard avait été entendu en audition libre. À ce moment-là, les analystes du comportement présents sur place avaient conclu à une impulsivité de leur interlocuteur. L'actualité météo à présent et 14 départements français de plus en vigilance orange aux orages cet après-midi. Sandra Larue, journaliste météo BFM TV, on en parle avec vous. Ce sont donc maintenant 41 départements qui sont concernés par cette vigilance pour les orages et un département pour la canicule. Oui, qui devrait le rester jusqu'à demain inclus, c'est le Rhône. Les températures restent très élevées, mais c'est vrai que c'est surtout les orages qui nous intéressent actuellement avec ces vagues orageuses qui se succèdent. Donc 41 départements en vigilance orange, du Massif central en remontant sur le nord et sur l'est également. Donc tout cela va se mettre en place dans le courant de l'après-midi, dans le courant de la soirée. On a une dépression actuellement sur le golfe de Gascogne et on a ces premières précipitations orageuses qui vont vraiment traverser le pays d'ouest en est. Donc on a quand même un risque qui est important. On a toujours de l'air chaud sur le pays avec encore 29 degrés cet après-midi par exemple à Paris. Et puis cette dépression sur le golfe de Gascogne apporte en altitude de l'air un petit peu plus frais, d'où ce classique conflit de masse d'air et ces orages qui vont se déclencher. Donc la région Île-de-France devrait être touchée aux alentours de 18h, en tout cas dans la soirée, les Hauts-de-France un petit peu plus tard, et puis tout cela va se décaler vers l'est. Donc des orages parfois forts, on a toujours les mêmes composantes sous ces orages, donc une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, également de forte intensité de précipitations en peu de temps, ça peut être de l'ordre de 20 à 50 mm, mais vraiment en très peu de temps, et puis de fortes rafales de vent également possibles. Alors ce sont des orages, c'est
un risque qui est quand même généralisé sur de nombreux départements. Mais c'est vrai que d'un département à l'autre, la situation peut être totalement différente. Et puis on n'en a pas fini avec ces orages puisqu'on va les conserver tout au long du week-end. Demain matin, ce sera sur le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie en montant sur le sud du Massif central, sur l'Auvergne. Et dans le courant de l'après-midi, tout ça se décale vers le quart nord-est. Et ces orages-là aussi, cette nouvelle vague orageuse attendue demain, il faudra les surveiller de près. A priori, une nouvelle vigilance devrait être émise par Météo France. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Restez avec nous sur BFM TV. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec BFM Foot, Jean-Baptiste Boursier. Tous nos consultants pour l'avant-match Hongrie-France, deuxième rencontre de nos Bleus dans cet Euro à partir de 15h. Un seul changement dans la composition d'équipe, c'est Lucas Digne qui remplace Lucas Hernandez.